et bienvenue dans mon émission d'Auteur à Auteur. Aujourd'hui, nous allons explorer les lieux porteurs d'énergie sur la planète, que ce soit des lieux eux-mêmes ou des bâtisses ou des bâtiments, avec Aurélie Aimé qui a fait de belles recherches sur le sujet. Et Aurélie qui est journaliste, qui est rédactrice, notamment pour, entre autres, hein, la revue Inexplorée de l'INRES, qui a été ancienne animatrice de M6 et qui s'est spécialisée dans l'énergétique et la spiritualité. Bonjour Aurélie et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia et merci de ton invitation. Je suis ravie d'être là. Alors Aurélie donc a comment dire étudié d'une certaine manière hein, les lieux sacrés et mystérieux plutôt ciblés en France et voilà la couverture de son livre aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Aurélie, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce recueil de 50 lieux hein, que tu as explorés de maintes manières? Comment tu en es arrivé à t'intéresser aux lieux dits sacrés? Mmh. Bon, je m'intéresse à tout ce qui est spiritualité depuis, très longtemps, depuis la préadolescence et j'ai été amenée, à explorer tout un tas de thèmes, notamment les expériences de mort imminente, les lieux sacrés, tout ce qui touche à la conscience d'une façon générale. C'est vrai que moi je suis d'origine arménienne et nos églises sont, habitées de quelque chose de particulier, avec les chants, les encens. Il y a voilà, il y a une ambiance particulière, et j'ai toujours été, étonnée de ce qui peut se passer dans ces lieux, de l'état intérieur qu'on contacte quand on s'y rend. Voilà, puis j'ai été amenée à travailler pour Inexploré, il y a 10 ans déjà, à creuser ces sujets. Il y a eu un hors-série sur les lieux sacrés et tout simplement, c'est, l'éditeur, Le Lotus et l'éléphant qui m'a contactée et connaissant mon parcours, m'a proposé d'en faire un livre, un guide, ce que j'ai accepté avec grande joie. Voilà, Hmm. ça s'est fait. Alors, c'est vrai que là, tu abordes hein, dans ton livre l'architecture, hein, d'une certaine manière, que ça soit porté par des pierres comme les dolmens ou les menhirs, ou une construction, je dirais, plus cathédrale, église, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous la notion d'architecture sacrée? Hem, alors je ne parle pas que des monuments, je parle aussi des arbres maîtres, des forêts, magiques et cetera. L'architecture sacrée, bah, c'est tout simplement les monuments qui ont été, érigés par l'homme. Dans les premiers dont on a la trace, c'est les du temps du néolithique, les dolmens, les menhirs, tout ce qui est pierre levée. Hem, voilà et ensuite sous l'appellation, architecture sacrée, moi je mets tout un tas de manières de construire, d'intentions, hem, pour édifier des lieux qui relient la terre et le ciel avec comme trait d'union, l'être humain. Mmh. Oui, il y a ce côté de spiritualité, de relier à la spiritualité, une spiritualité plutôt laïque. Quel genre d'expérience on peut vivre quand on va dans des lieux qui ont été conçus, justement pour relier ciel et terre? Quel genre d'expérience on pourrait, imaginer vivre? Mmh. Bon, déjà, de façon très simple, quand on rentre dans un lieu sacré, qu'on soit comme croyant ou non, hein, c'est comme tu le disais, c'est la spiritualité au sens large. Il y a déjà quelque chose qui s'apaise, le mental qui se calme. Il y a des lieux où on peut obtenir des guérisons, mmh, des lieux dédiés, par exemple, le Mont Saint-Odile qui est réputé, ayant des vertus pour les yeux, Lourdes, on connaît très bien les miracles qu'il y a eu à Lourdes. Il peut y avoir aussi tout simplement des moments de grâce qui viennent nous cueillir alors qu'on s'y attend pas. Des émotions, bah, très fortes, voire des rencontres, dans le monde, invisible, des apparitions. Je connais des gens à qui c'est arrivé. Hem, voilà et c'est aussi le cas d'ailleurs pour les arbres maîtres et les lieux sacrés, naturels. J'ai aussi eu vent de guérisons, miraculeuses auprès d'arbres centenaires.
Voilà, entre autres, mais les possibilités sont infinies et surtout, il faut pas venir chercher quelque chose. C'est le lieu qui, d décide à un moment donné ou non d'opérer, mais c'est une rencontre et ça on pour moi, ça se maîtrise pas. On peut pas, ça ne se contrôle pas et il faut simplement, y aller, en toute, voilà, insouciance, légèreté et voir ce qui opère pour nous. Oui, d'être un peu dans un état de curiosité, mais pas une curiosité malsaine, juste une ouverture d'esprit en se disant il se passera ce qui se passera. C'est ça que tu veux dire. Exactement, c'est comme pour une rencontre humaine finalement, plus on anticipe, on projette des choses et plus ça a de chances d'être, pas à la hauteur ou décevant. Finalement, un lieu, c'est voilà, c'est aussi une forme de rencontre, heu et heu et il faut enfin, il faut, il s'agirait plutôt simplement de se relier à soi et de laisser faire, ce que notre corps sait bien faire, c'est-à-dire être une antenne, un amplificateur, un trait d'union, voilà. Mmh. Mmh. Oui, d'ailleurs, tu préconises, de s'installer dans un certain état d'esprit. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour justement s'installer dans cette ouverture qui permettrait une reliance heu et du coup, profiter des bienfaits du lieu? Dans quel état d'esprit ou émotionnel on pourrait s'installer pour rentrer dans le lieu et finalement avoir son acceptation d'une certaine manière? Mmh mh. Mmh. Déjà, c'est tout simple, mais ne pas prendre son téléphone portable ou le couper, parce qu'on a tendance à vouloir, consommer un peu les lieux, en garder des traces et pourquoi pas le faire dans un second temps, mais d'abord, couper le téléphone parce que les ondes, peuvent, altérer nos ressentis, ne pas prendre de photos, heu, prendre un temps de centrage pour se relier à soi. Et on peut poser des intentions aussi en fonction du lieu qu'on visite. Hem et puis, ensuite, alors ça peut paraître paradoxal, mais ne pas consulter mon livre avant d'avoir visité le lieu. Écoutez-vous, écoutez-vous d'abord. Je pense qu'intuitivement, on connaît le mode d'emploi de ces lieux. Il y a quelque chose de connaissances, de la nuit des temps qui ont été transmises, voilà, dans nos gènes, dans l'inconscient collectif et donc laissez-vous, vous souvenir de ce pourquoi les lieux sacrés sont faits et de comment on les visite et pourquoi pas ensuite, voir, ce que je propose dans le livre et ce que les intervenants proposent. Quelques pistes. Oui, parce qu'il y a quand même, le côté intéressant que tu proposes, c'est-à-dire que sur les 50 lieux, donc que ça soit bâtisse, construction, pierre, mégalithe ou, arbres, forêt, d'éléments plus naturels, j'ai quand même compris que chaque lieu portait une certaine symbolique, une certaine, métaphore. On aime bien relier d'ailleurs à la symbolique et aux métaphores, les lieux. On pourrait faire la découverte telle que tu le proposes complètement intuitivement, mais est-ce qu'on pourrait aussi se dire: «Tiens, tel lieu, il porte un labyrinthe, le labyrinthe peut m'aider à transformer quelque chose, pour l'instant que j'arrive pas à faire» et choisir d'aller, en vacances, profiter de ce lieu. Qu'est-ce que tu en penses aussi de cette, entrée en matière? Oui, tout à fait, on peut et puis, ça vaut pour tout ce qui est symbolisme, de la pierre, les statues. C'est intéressant d'aller, se renseigner sur, voilà, ce que symbolise, le coq, le lion, la vouivre, tous ces symboles qu'on retrouve dans la pierre. Mais à chaque fois que j'ai été me renseigner, finalement, je me suis dit: «Mais oui, évidemment, évidemment que le coq, est relié au soleil et donc, aux énergies, cosmiques, évidemment que, le dragon est aussi relié, à la terre, aux énergies, voilà, terrestres. On peut, alors après quand on a un besoin particulier quand on a une pathologie, mmh, définie, oui, pourquoi pas. On me racontait, récemment, c'est Thierry Gauthier qui est géobiologue, que, sur les mariés, les jeunes mariés
il y a une époque lointaine, à une époque lointaine, allaient poser leur ventre sur les menhirs pour s'assurer d'un mariage fertile. Et lui m'a dit qu'en suivant ses parcours énergétiques avec des groupes, il est arrivé effectivement que des femmes infertiles depuis des années aient la chance de tomber enceinte peu de temps après l'exercice. Donc voilà, c'est en fonction des besoins de chacun, de ce qui nous appelle, de notre parcours personnel. Mmh. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Et alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours interpellée, c'est que ces lieux sont construits depuis parfois vraiment très, ben, dans des temps anciens, des vestiges. Et est-ce que tu as une idée de ce qui fait que ces lieux portent encore aujourd'hui des possibilités de transformation ou d'expérience spirituelle, alors que ça fait déjà, voire des fois des millénaires que ça a été construit? Très intéressant. Tu me poses des questions qu'on m'a rarement posées jusqu'à présent, donc c'est chouette. Hem, on constate que très souvent, il y a une continuité des cultes, donc ont succédé aux dolmens, aux menhirs, des petites chapelles qui ensuite étaient trop petites pour pouvoir accueillir les pèlerins et donc qui sont devenues des églises, des cathédrales, et cetera. D'ailleurs, on trouve encore parfois la pierre la pierre des origines, voilà, exposée dans les églises. En fait, ces lieux-là, ils n'ont pas été construits au hasard. Ils ont été construits parce qu'il y avait des énergies cosmotelluriques particulières. Pour ceux qui s'intéressent à la géobiologie, c'est ce qu'étudie la géobiologie, qui veut dire étude de la Terre vivante. On va choisir un lieu, poser un dolmen ou un menhir parce que c'est un endroit où il y a une concentration d'énergie, parce qu'il y a des failles souterraines, des cours d'eau, parce que il y a des configurations cosmiques aussi à cet emplacement-là qui sont particulières. Et donc, on peut faire coïncider ces énergies de la terre et du ciel, ou se rencontrer ces énergies dans un édifice. Euh, donc, ces énergies, ces failles sont toujours sous nos pieds. Il y a des cours d'eau sous l'axe du cœur dans de nombreuses églises encore aujourd'hui. Euh, et par ailleurs, en fait, de la symbolique a été rajoutée au fil des siècles et en fonction des religions, des traditions. On a été ajouté du symbole avec les sculptures, avec la lumière, les vitraux, l'architecture qui va faire vibrer la pierre, le son, tout un tas d'éléments qui vont amplifier encore l'énergie des lieux, sans compter sur les processions, les prières. Et là, tu peux bien imaginer qu'au fil des décennies, des siècles, l'énergie du lieu ne fait que s'amplifier. À moins que, à moins qu'il y ait eu des transformations malvenues dans le site qui n'ait pas respecté l'architecture sacrée. Voilà. Mais même à Lourdes, où finalement il y a ce flot de touristes qui vient un peu délaver les lieux, il y a encore une énergie qui est absolument incroyable. Mmh. Oui, et c'est vrai qu'on peut sentir et palper, surtout si on est sensible, l'énergie des lieux, qu'on adhère ou pas, finalement, ça, parce que je me souviens très bien, j'ai eu la chance de pouvoir faire le labyrinthe de Chartres et on passait par la crypte, etc. Et ma maman, qui était pas spécialement connectée à tout ça, la première chose qu'elle a dit quand on était dans la crypte et avant d'accéder à l'étage du dessus, c'était: «Ah, mais j'ai l'impression que je me décolle du siège». Et donc ça m'amène cette question, est-ce que toi tu as constaté qu'il y a des lieux qui sont plutôt ancrants, où on sent que presque on s'enfonce dans la terre, d'autres qui sont plutôt élevants? Est-ce que tu as pu constater ça dans ton exploration de ces différents lieux? Oui, alors moi, tu vois, j'ai une expérience un peu inverse. J'ai été visiter à Lyon une église qui s'appelle Saint-Martin-d'Énay, dans laquelle il y a une crypte extraordinaire avec une espèce de spirale sur laquelle est gravé un message. Et là, j'avais le sentiment d'être écrasée, mais, dans un bon sens, peut-être ramenée à la terre de manière très, très, très intense. Après, je trouve quand on se rapproche du cœur, à mesure que la lumière est de plus en plus intense, il y a de plus en plus de vitraux proches du cœur, il y a quelque chose d'une légèreté qui s'installe, quelque chose de, voilà, on a l'impression de s'élever. Euh, Dans le narthex, qui est très sombre au début, qu'on pénètre
qu'on trouve pas dans toutes les églises, mais voilà, dans certaines. C'est sombre, c'est petit, c'est confiné, donc effectivement, on n'a pas du tout le même ressenti que proche du cœur. Et puis il y a des points ensuite particuliers qui ont été parfois symbolisés par des mosaïques. C'est le cas à Vienne, là, à 1 heure de Lyon. Il y a un cœur en mosaïque et ça correspond, d'après Françoise Dautel, donc qui est géobiologue et architecte, à un point d'énergie très fort. Donc voilà, c'est variable. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est les, les pylônes dans les églises correspondent à comme des points d'énergie. Et à chaque pylône qu'on passe, l'énergie progresse en fait, jusqu'à qu'on arrive au niveau du cœur où là, elle est à son apogée. Euh, Mmh. voilà. Et c'est difficile hein, de se relier à ces sensations-là et de distinguer on a changé d'émotion ou qu'on a changé de sensation corporelle. Mmh. Oui, tu nous as donné, quelques idées sur justement dans quel état d'esprit ou émotionnel on et ouverture d'esprit on peut rentrer dans ces visites pour essayer de sentir et de percevoir tout en n'attendant rien. Donc c'est ça qui est des fois un peu compliqué, c'est sport, mais on peut essayer et tu me disais en off que, on peut dans les églises, en fait, avoir un sens de visite qui peut, être intéressant justement dans cette progressivité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors, les églises, très souvent à l'entrée des églises, déjà, il y a une pierre de décharge. C'est une pierre qui peut être plus sombre que les autres, une grosse pierre. Et là, on dit qu'on vient, finalement, heu, on pose nos bagages, on va laisser tout ce avec quoi on est venu à cet endroit-là pour ensuite, aller vers cette transmutation, ce nettoyage intérieur. Et généralement, donc il y a plusieurs moyens de visiter les lieux sacrés, mais les églises, on peut donc soit progresser dans l'axe du cœur, donc directement par l'axe central, et sentir effectivement à chaque pylône et à chaque voûte, il y a un cran énergétique. Voilà, ou on peut commencer en visitant l'église par la gauche, remonter dans l'axe du cœur et puis redescendre par la droite. En tout cas, c'est comme ça traditionnellement que les bâtisseurs ont, ont voulu qu'on aborde les lieux. Mmh. Mmh. Et puis il y a effectivement l'endroit des cryptes, comme à Vézelay, hein. Il y a une ambiance, je ne sais pas si, chers auditeurs, auditrices, vous y êtes déjà allés, mais il y a vraiment une ambiance et ça mérite, d'y rester, juste, être là et profiter de ce qui se passe. Et là, il y a une question qui me vient, c'est-à-dire, voilà, on se prépare, on suit, notamment pour ces bâtisses, on suit un sens, et le après. Parce que, on peut sentir des choses, beaucoup, pas beaucoup, on a mis une intention, mais qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a terminé la visite pour profiter et puis peut-être mettre plus de conscience sur ce qui pourrait bouger? Qu'est-ce que tu préconises, toi? Sur le après, bonne question. En fait, j'ai constaté que souvent ce qui est initié dans le lieu sacré perdure. La c L'état de grâce qu'on peut contacter ou le nettoyage énergétique, il y a quelque chose qui va se poursuivre. Le lieu va continuer à œuvrer, on va rester relié à ce lieu, pendant 1 jour, 2 jours, finalement comme une rencontre où on a presque l'impression que la personne, de sentir encore son énergie proche de soi, de se sentir habité par qui est cette personne. Et ouais, c'est pour moi similaire dans un lieu sacré. Après si ça a été fort, on peut continuer à se connecter au lieu par le biais d'une photo ou tout simplement dans nos méditations. Ça peut être un lieu ressource, au cours de nos méditations, par exemple, et ça peut devenir aussi un lieu, qu'on vient, voilà, régulièrement nourrir de nos énergies. J'aurais tendance à dire, on pense aux lieux sacrés, extrêmement impressionnants, très, très beaux, très, en France, mais on a tous à côté de chez nous, une forêt avec un arbre maître, une petite chapelle ou une petite église qui comme ça ne paye pas de mine, mais qui peut vraiment devenir un lieu de transformation, majeure. Mmh. Mmh. Et alors, là, si on passe maintenant du côté de la forêt, des arbres,
Est-ce qu'on peut reconnaître un arbre maître et comment? Mmh mh. Mmh. Alors oui, les arbres maîtres, c'est souvent des arbres, très vieux, massifs. On a l'impression qu'ils trônent dans la forêt. Ils peuvent être, sur un promontoire, ou dans une clairière, être au milieu d'une clairière comme ça et en fait, ils sortent du lot. Ils sortent du lot. Il y a quelque chose qui se passe et puis, ils ont une présence, très forte. Enfin, vraiment, on a vraiment l'impression d'être heu, face à quelqu'un, en fait, face à quelqu'un, voilà, qui est gardien, qui est dépositaire voilà, de trésors et bon, je trouve que enfin, pour moi, en tout cas, c'est assez flagrant, heu et spontanément, on va vers ces arbres-là, en fait. On va sans même, en avoir conscience, s'asseoir contre un arbre et choisir l'un de ces arbres-là ou, donc voilà, je sais pas si c'est ton expérience aussi, mais Oui, alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pas en France, mais c'était, du côté de Bali et c'était, un arbre, mais il avait un tronc énorme, des branches et j'avais l'impression qu'il me parlait dans ma tête. Tout va bien, hein, de ce côté-là, mais il y avait des infos qui m'arrivaient, qui me faisaient faire du lien et en fait, il y avait une sorte de procession autour de cet arbre, mais il était, non seulement reconnu, mais officialisé en tant que tel. d'accord. Après, quand on va, dans des forêts comme, Brocéliande, bon, qui est bien connu pour ça, il y a effectivement une énergie qui est portée par la forêt et c'est vrai que moi aussi je reconnais, cet arbre, donc des arbres qui sont porteurs de sagesse, en fait. Mmh mh. Mais Mmh. parfois, c'est pas, moi j'ai constaté des fois, justement dans les petites forêts à côté de nous, c'est un arbre qui va nous appeler aussi. Je sais Mmh. pas si toi ça t'est arrivé? Oui, oui, je me souviens avoir interviewé il y a longtemps un spécialiste des arbres qui faisait des élixirs, avec les arbres et ça m'a marquée parce qu'il m'expliquait que chaque essence, a une énergie particulière et notamment le merisier, ce serait plutôt la joie, la légèreté, quelque chose de pétillant, là où le chêne vient nous ancrer, voilà, nous plonger dans nos racines, et finalement, je pense qu'assez spontanément, on va vers l'arbre, qui a voilà, dont on a besoin et peut-être même que lui a besoin de nous puisque c'est un échange, c'est censé être un échange. En tout cas, c'est voilà, c'est comme ça que je le vois, mais oui, oui, pas forcément aller vers l'arbre maître, mais vers l'arbre qui nous parle, qui nous porte par ses formes aussi, qui sont et qui peuvent être évocatrices, mmh. Oui, c'est ça et je trouve que ce qui est intéressant, ce que tu mets bien en avant donc dans ton livre, je repartage la couverture qui est une belle couverture bleutée. Voilà, qui nous emmène finalement dans un sentiment de paix. C'est quand on vit des choses difficiles, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des «outils» entre guillemets, mais des endroits où on puisse se ressourcer et là, avec ce que tu proposes, ça ouvre, je trouve, plein de possibilités, dans l'idée même d'y aller, je vis des émotions difficiles et si j'allais me relier à un arbre qui m'appelle et que je m'appuie, le dos sur l'arbre, si j'allais dans la petite église qui est à côté, qu'on soit croyant ou pas, parce que ce que tu dis, c'est que c'est au-delà de la croyance religieuse. Mmh mh. Mmh. Oui, c'est pas si facile que ça, je trouve. Ça demande un effort particulier d'aller, dans ces lieux-là parce que ça nous confronte à ce qu'on traverse aussi. On est avec ce qu'on traverse. Hem, mais c'est peut-être pas un hasard, enfin, c'est pas un hasard si les Amérindiens font leur quête de vision, enfin, voilà, se rendent dans la forêt pendant, plusieurs jours, hem, pour voir ce qui émerge et j'ai fait l'expérience déjà de juste quelques heures, me ju simplement trouver un endroit dans la forêt où se poser, ne pas en bouger, ne pas prendre le téléphone, ne pas trouver d'activité, ne pas bricoler, juste être là. C'est très dur. Il y a vraiment, il y a quelque chose à heu, on n'a plus l'habitude du vide, en fait. Enfin, du vide ou de l'apparence du vide, mais d'être face à soi comme ça, juste, dans la nature et quand on arrive petit à petit à lâcher,
les peurs, le mental, et cetera. Il y a des choses qui se passent, assez extraordinaires. C'est là que les synchronicités, opèrent, qu'on peut entendre des choses comme tu le partageais, qu'on peut ressentir des choses, trouver des objets qui nous évoquent, ce qu'on vit ou voilà, qu'on peut progresser et avoir des indices, au-delà de ce qui se passe sur le plan énergétique, mmh, mais c'est pas facile personnellement, j'aurais tendance à d'abord me réfugier sous la couette, à rester chez moi. Ça demande, un petit effort de Oui, c'est d'acceptation. ça. On voit qu'on a chacun ou chacune nos manières de quand on vit des choses qui sont un peu difficiles de gérer. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude depuis pas mal d'années d'aller justement déjà dans la nature et de me coller le dos contre un arbre, par exemple. Mais ça demande, voilà, un petit effort pour se dire, allez, j'y vais. Mais enfin, c'est sûr, et j'espère que ça sera pour vous aussi qui écoutez cette émission, ça amène vraiment des apaisements. Et toi, tu l'as vécu aussi, ça. Mmh mh, mmh. Oui, oui, tout à fait et c'est pas parce que, voilà, c'est peut-être parce que justement c'est un peu désagréable, parce qu'il fait froid, parce qu'on n'a pas envie d'avoir les fesses, humides, et cetera qu'il y a un présent, un présent caché comme, finalement les épreuves qu'on traverse. Sur le moment, on râle, on n'a pas envie d'être dans le dur, mais derrière il y a très souvent des petites épiphanies et des choses qui se passent. Mm. En tout cas, je trouve que dans ton livre, justement, bon, il y a toute une partie introduction, hein, voilà, sur les idées autour de l'architecture sacrée, rien n'est fait au hasard. Puis ensuite, on se promène dans des lieux, alors des lieux très connus tels que tu en as cité, mais des lieux moins connus, qui, du coup, moi, m'ont donné envie d'aller les visiter. Et à chaque fois, tu amènes différents plans, les plans de la métaphore, du symbolisme. Est-ce que tu aurais envie, tu pourrais nous décoder juste un lieu de ton choix? On peut parler, par exemple de Vézelay. Je ne sais pas si tu connais, cette Ah oui, église? je suis pas loin de Vézelay, ouais, ouais, ouais. Ah, Vézelay, d'accord. Vézelay, c'est un lieu, hem, qui qui, heu, qui qui est porteur de lumière et où il y a des jeux de lumière absolument extraordinaires. On dit souvent que dans une église, on va cheminer de l'ombre, donc du narthex à la lumière. Et à Vézelay, toi qui as déjà été, c'est particulièrement flagrant. D'ailleurs, c'est assez exceptionnel, d'arriver au niveau du cœur et d'être voilà. Puis la couleur de la pierre aussi est plus sombre au départ et à mesure qu'on progresse, elle est de plus en plus claire. Et sous Vézelay, donc à ma connaissance, il n'y a pas de cours d'eau. Par contre, ils ont voulu figurer symboliquement ce cours d'eau. C'est alors j'espère de pas te dire de bêtises, mais comme il y a 50 lieux, au solstice d'été, me semble-t-il, qu'il y a un alignement lumineux, donc des petits ronds de lumière qui vont se dessiner dans l'axe du cœur et qui vont finalement, montrer aux pèlerins ce chemin à suivre vers cet apogée énergétique, vers l'endroit de la transformation. Voilà, mais c'est un lieu, ça donne quelques pistes. Les sculptures aussi évoquent la voie alchimique. Mm. Voilà, c'est Pierre-Alexandre Nicolas qui m'en parle dans le livre. C'est assez étonnant de voir que tout ça, ce processus-là est décrit dans la pierre. Ce processus qu'on va vivre en visitant le lieu, en fait, de transformation et de chemin vers la lumière, de l'ombre à la lumière. Mm. Voilà quelques petits éléments et chaque lieu a sa richesse et ses particularités. Mais celui-ci me parle particulièrement et ouais et en plus il est habité, enfin, je sais pas si tu connais Frédéric Lemarchand, mais c'est, une personne que je trouve absolument extraordinaire qui habite près de Vézelay, qui fait des expos à Vézelay et voilà, ce genre de personnes contribue aussi à nourrir aujourd'hui et à faire vivre ces lieux et je trouve ça extraordinaire. Ça invite à renouer avec la tradition et avec, ce que voulaient nos prédécesseurs, qui ont laissé leur vie souvent, pour la construction de ces lieux alors qu'ils ne les voyaient même pas, terminés. C'est quand même génial, hein. Donc, Oui, c'est une œuvre, quoi, hein. C'est sûr que là, ceux qui étaient là, ils savaient qu'ils œuvraient pour le futur, hein, de leur époque.
Mmh mh. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie, cette émission. Et puis, le livre d'Aurélie Aimé, donc je réaffiche la couverture Lieux sacrés mystérieux en France, que ça vous aura envie d'aller visiter les lieux et apporter un autre regard selon votre propre instinct, intuition, ou aussi guidé par ce qu'Aurélie, elle amène dans son livre. On arrive à la fin de notre émission. Aurélie, est-ce que tu aurais envie voilà, de faire passer un message particulier à nos auditeurs et nos auditrices? Le seul message que j'aurais à faire passer, c'est, allez explorer dès aujourd'hui les lieux sacrés autour de chez vous. Moi-même, j'ai des églises à 300 mètres de chez moi, où je n'ai jamais été, alors que potentiellement il peut s'y passer des choses magiques. Il y a pas besoin d'aller au fin fond du bout de la France pour, voilà, pour rentrer en relation avec ces lieux. Hem, donc heu donc heu, donc voilà. Et puis là aussi le 1er lieu sacré, c'est notre corps, heu, voilà, c'est notre premier temple et bon, pour moi, c'est un vrai chemin spirituel de l'habiter, d'en prendre soin, c'est voilà, donc la visite de ces lieux, c'est un peu des métaphores aussi de voilà, où on en est avec nous-mêmes, avec, notre habitat de cette vie. Mmh. Ben, merci beaucoup Aurélie, merci à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez. Et donc, on se dit, je vous souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée au moment où vous écouterez l'émission et on se dit à la prochaine fois. Au revoir tout le monde.